Salut à tous, c'est l'ingénieur Jean-Francis Peresta. Je suis là pour un cours d'ouvrage d'ordre 2. Et dans ce cours, nous allons voir le 5e point du chapitre 2 de notre programme. Le titre, détermination de la section dangereuse sous l'effet du passage de convoi. Et nous aurons l'occasion de voir le théorème de Barré. Bien. Lecture. Lorsqu'on applique sur une structure une ou plusieurs charges statiques, il est souvent simple, surtout quand il s'agit de structures isostatiques, d'identifier la section où se produit la valeur maximale d'une sollicitation. Tout est clair. On continue. Par contre, si les charges appliquées sont mobiles, l'approche peut être assez élaborée, notamment par la prise en compte de paramètres tels que le sens de circulation des charges, le nombre de charges qui se trouvent effectivement sur la structure ou une position donnée, etc. Allons illustrer ça. Ici, nous avons un pont. Culé, tablier. Voie d'accès. Et il y a un véhicule qui s'apprête à faire son entrée sur le pont. Qui s'apprête à franchir le pont. Ok, voilà. À un moment donné, il y a le premier essieu du véhicule qui va se trouver sur le tablier du pont. Le véhicule avance, le deuxième essieu, lui aussi, finit par atterrir sur le pont. Le troisième, ainsi de suite. Et si la portée du pont le permet, les trois essieux du véhicule finiront par se trouver simultanément sur le tablier. Le véhicule va continuer à avancer et évidemment, le premier essieu qui était arrivé sur le pont sera le premier à en ressortir. Ensuite, le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que le véhicule quitte complètement le pont. Là, il est clair pour tout le monde que, eh bien, à chaque position occupée par le véhicule sur le pont, y compris la possibilité qu'il y ait des essieux en dehors, par exemple, quand il y a le premier essieu qui vient tout juste de traverser la culée du pont, eh bien, les deux autres essieux sont en dehors. Ok? Donc, incluant toutes ces éventualités, à chaque position occupée par le véhicule sur le pont, les sollicitations dans les éléments de structure du pont changent. Ouais, ça vague. Il y a aussi les positions des zones critiques qui changent aussi. Et on nous a parlé de paramètres tels que le sens de parcours du véhicule. Envisageons par exemple la détermination des faits ici en M, en ce point M. On détermine un effet quelconque. Par exemple, on détermine l'effort de maximum en M. Si le sens du parcours c'est de la gauche vers la droite, quand le premier essieu se trouve en M, visiblement, les deux autres essieux se trouvent en dehors du pont. Donc, aucun effet sur le pont. Alors que si le sens du parcours était de la droite vers la gauche, quand le premier essieu du véhicule se trouve en M, les deux autres essieux se trouveraient eux aussi sur le pont. Donc, le premier essieu se trouve en M, donc sur le pont, les deux autres seraient ici. Là, il y a deux effets totalement différents en M quand le sens du parcours est de la gauche vers la droite et quand c'est de la droite vers la gauche. Ainsi que le nombre d'essieux qu'il y aura sur le pont quand le sens du parcours est de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche avec le premier essieu en M. De la gauche vers la droite, quand le premier essieu se trouve en M, il n'y aura qu'un seul essieu sur le pont. Alors que de la droite vers la gauche, quand le premier essieu se trouve en M, il y aura trois essieux sur le pont. Très important à signaler, quand il s'agit d'évaluer ou de calculer l'effet d'une charge mobile ou bien d'un ensemble de charges mobiles sur un élément de structure. Par rapport à ce qui arrive pour le cas de charge statique, eh bien, il y a un monde de différence. Bien. Un cas particulier de charge mobile qui est un atout pour les méthodes de calcul de par sa singulière représentativité
des cas couramment rencontrés est celui de convoi. Définition de convoi. On appelle convoi un système de forces mobiles concentrées qui se déplacent sans variation de distance entre les points d'application des forces. Voilà. Exemple, les essieux de camion. Ok? Le camion bouge, mais les distances respectives restent fixes entre les essieux. Ok? On appelle le convoi un système de forces mobiles concentrées qui se déplace sans variation de distance entre les points d'application des forces. C'est ça un convoi. Ok? Maintenant, et le convoi se déplace sur notre structure, par exemple sur une poutre de tablier de pont. À chaque position occupée par le convoi, les sollicitations changent dans les différentes sections de notre poutre. Si vous considérez une section, vous faites déplacer le convoi, eh bien, à chaque position du convoi, une sollicitation donnée change de valeur dans cette section. Et bien sûr, il y a une position du convoi qui occasionnera la valeur maximum d'une sollicitation. Et considérez, par exemple, si on fait l'analyse pour l'effort tranchant, eh bien, vous indexez une section de poutre et puis vous faites progresser le convoi sur la poutre et vous observez la variation de la valeur de l'effort tranchant dans la section que vous considérez. Il y a bien sûr une position du convoi qui occasionnera la valeur maximum de l'effort tranchant dans cette section. Maintenant, le théorème de Barré. Mais avant, ces trois autres théorèmes méritent d'être rappelés. Théorème 1. Dans toute poutre simple, le mouvement fléchissant maximum créé par une charge uniformément répartie sur toute la portée de la poutre se localise au milieu de cette dernière, tandis que l'effort tranchant maximum se produit à proximité des réactions d'appui. Tout le monde sait, pour une poutre uniformément chargée, comme ça là, ok, charge P, ici portée L, ok. Tout le monde sait que le mouvement fléchissant, le diagramme de mouvement fléchissant, c'est ça. Donc, le mouvement fléchissant maximum se produit au milieu de la poutre et sa valeur, c'est ça. C'est PL carré sur 8. Et le diagramme des efforts tranchants, voilà.
l'effort tranchant est nul ici, parce que ça, c'est le diagramme des efforts tranchants, ça coupe la boucle. Là où un diagramme coupe l'élément de structure ou la structure, eh bien, là où le diagramme d'un effort intérieur coupe la structure, la valeur de cet effort intérieur est nulle. C'est ça. Bien. Ici, l'effort tranchant est nul. Vous voyez? C'est exactement là où le moment fléchissant est max. L'effort tranchant est nul là où le moment fléchissant est max. Inversement, le moment fléchissant est max là où l'effort tranchant est nul. Ok? Ici, la valeur c'est PL sur 2. PL sur 2 avec ces moins ici plus ici. Bien. Vous voyez que l'effort tranchant maximum se trouve, on pourrait dire exactement sur l'appui, exactement à l'appui, non. Ici, comme ici, c'est du pareil au même, il n'y a que le signe qui est différent. Bien, et c'est pourquoi on dit l'effort tranchant maximum se produit à proximité des réactions, pas de l'une des réactions. Il y a une réaction ici, RA, si vous voulez, ici ABB, RA, RB, ok, à proximité, pas exactement confondu avec la réaction. Ok, l'effort tranchant maximum n'est pas exactement confondu avec la réaction, mais ça se trouve immédiatement à droite de cette réaction et immédiatement à gauche de celle-ci. Parce qu'on ne peut pas avoir l'effort tranchant exactement sur l'appui, mais ça doit se trouver à côté de l'appui. Ok, bien. Donc, pour maximiser, on dira immédiatement à droite de cet appui et immédiatement à gauche. On ne peut pas aller trop loin parce que si on va ici, par exemple, si on va ici, ce n'est pas l'effort tranchant maximum. Parce que là, ici, l'effort tranchant est supérieur à celui que nous avons là. Et ici, c'est encore supérieur, ici, jusqu'à ce qu'on arrive immédiatement à droite de la réaction qu'on a ici et immédiatement à gauche de la réaction qu'on a avec. C'est juste une question de signe, c'est la même valeur, PS2, PS2. Bien. Théorème 2. Dans toute poutre simple soumise à une décharge concentrée, le moment fléchissant maximum se trouve au milieu de la poudre quand la charge concentrée se trouve en ce point. Bon. Une poutre qui est soumise à une décharge concentrée, tout le monde sait que, si par exemple ça c'est un banc, tout le monde sait que pour faire fléchir le banc sous une charge concentrée, eh bien, si on veut fléchir au maximum le banc, on mettra la charge concentrée exactement au beau milieu. On aura la flexion maximum, c'est-à-dire on a le mouvement fléchissant maximum parce que plus la flexion est grande, c'est plus le mouvement qu'il a créé était grand. Ok, le mouvement qui a créé la flexion est d'autant plus grand, donc était d'autant plus grand que la flexion constatée est grande. Donc voilà, pour produire, pour faire apparaître, ou bien pour provoquer la flexion maximum et dans cette poutre, il faut, n'oubliez pas, on a parlé de poutres soumises à une seule charge concentrée. Ça seulement son chargement, c'est une charge concentrée, voilà. Et bien pour maximiser le mouvement fléchissant dans cette poutre, on doit mettre la charge exactement au beau milieu et le mouvement fléchissant sera max exactement au droit de la charge. Donc voilà, pour le diagramme des mouvements fléchissants, on aura ça. Exactement au droit de la charge, voilà, et c'est là que nous avons le moment fléchissant maximum au droit de la charge. Mais pour l'effort tranchant, on aura ça. Si on veut avoir l'effort tranchant maximum, par exemple, quand on travaillait avec la charge uniformément répartie sur toute la portée de la poutre, on peut pas jouer avec ça. On peut pas jouer avec cette charge uniformément répartie sur toute la portée de la poutre, et ça reste là. Okay? Mais s'il s'agit d'une charge concentrée, on peut jauger sur la poutre pour voir
laquelle position est la meilleure si on veut faire apparaître le moment fléchissant maximum? Eh bien, pour trouver le moment fléchissant maximum, on doit mettre la charge exactement au beau milieu et le moment fléchissant maximum sur la produit. Et si on veut avoir l'effort tranchant maximum, eh bien, il faut s'arranger de façon à mettre la charge concentrée tout près de l'un des appuis, pas exactement sur l'appui. Parce que si on le met exactement sur l'appui, par exemple, on fait ça là, ça c'est la poutre. On fait ça avec P directement sur l'appui, la réaction sera P. Bien évidemment. Essayez. Faites le calcul. Ok, la réaction ici, la réaction en A, RA sera égale à P et RB 0. Ok? Et si on veut déterminer l'effort tranchant, on fera quoi? L'effort tranchant quelque part. Eh bien, on fait une coupe. Écoutez bien, l'effort tranchant est nul partout ici. Partout sur la coupe parce que la charge, en mettant la charge exactement sur l'appui, la réaction sera exactement égale à la charge. Eh bien, l'effort tranchant en un point quelconque de la coupe, on ne peut pas faire la coupe à gauche de la charge. Donc, on doit couper à droite. Et quand on coupe à droite, n'importe où à droite, on aura ça. N, V, M. Ici, le point A, il y a P ici, et il y a P en réaction. Donc, quand on fait somme des fonctions Y égale 0, on aura moins V plus P moins P égale 0, donc V égale 0. Partout, V égale 0. Il ne faut pas mettre la charge exactement sur l'appui. Mais pour maximiser l'effort tranchant dans la poutre, on met la charge immédiatement à droite de l'appui, donc immédiatement à droite de la réaction, ok, ou immédiatement à gauche de l'autre appui, donc de l'appui B. Ainsi, l'effort tranchant sera maximum. Parce que, regardez bien, si on met la charge concentrée exactement, quand on a mis la charge concentrée exactement au beau milieu pour créer le mouvement fléchissant maximum, on avait quoi comme effort tranchant? Ok, quand la charge se trouvait ici, le mouvement fléchissant, le diagramme des mouvements fléchissants, c'était ça. C'était ça. Ok, le diagramme des mouvements fléchissants, on a le mouvement max exactement au point d'application de la charge concentrée. Et le diagramme des efforts tranchants, le diagramme des efforts tranchants correspondants, c'est bien ça. Exactement la même hauteur qu'on a à gauche, qu'on a à droite. La valeur de l'effort tranchant à gauche et du point milieu de la poutre est constante. Tout comme c'est pareil pour à droite avec le signe qui change. C'est exactement la même valeur de l'effort tranchant. L'effort tranchant n'est pas défini au point d'application sur les charges concentrées. Donc l'effort tranchant n'est pas défini ici. Mais il est défini immédiatement à gauche de ce point où la valeur c'est ça, et immédiatement à droite de ce point où la valeur c'est ça. L'effort tranchant n'est pas défini au point d'application sur les charges concentrées. Bien. Et maintenant, si on fait bouger la charge, on le fait déglacer pour la faire pour l'appliquer ici aux références, la charge P. Qu'est-ce qu'on aura comme diagramme? On aura ça. Ça va monter plus haut. L'effort tranchant ici sera plus que ce qui était avant, alors que là nous aurons une baisse. On aura ça. Si ça continue d'avancer, le diagramme des efforts tranchants montera encore plus haut, alors que ça diminuera de plus. Et si on veut avoir l'effort tranchant maximum, il faut mettre la charge immédiatement à droite de l'appui A ou bien immédiatement à gauche de l'appui B. Et en mettant la charge immédiatement à droite de l'appui A, voici P, ok, l'effort tranchant sera, le diagramme de l'effort tranchant sera ça. Bien haut, ok, est-ce pas vrai? Et puis, quelque chose de très petit ici.
Donc, le maximum d'effort tranchant envisageable se produit quand la charge se trouve immédiatement à proximité. Donc, et quand la charge concentrée se trouve, donc là nous parlons du maximum d'effort tranchant sous une charge concentrée. Eh bien, on obtient la valeur maximale de l'effort tranchant sous une charge concentrée en plaçant cette charge à proximité de l'un des appuis, à proximité de l'une des réactions. Voilà, mais c'est pas. Et quand on place la charge à proximité de l'un des appuis, l'effort tranchant est très grand au niveau de cet appui ou bien au voisinage de cet appui, alors que c'est très petit pour le reste de l'appui, y compris à proximité de l'autre appui. Voilà pourquoi, et alors que ici, la même valeur qu'on avait à gauche, donc et à proximité de l'appui de gauche, c'est exactement la même valeur pour l'appui de droite. Voilà pourquoi on a précisé ici, et théorème 1, on a dit à proximité des réactions, donc les deux réactions, pour les deux réactions, c'était le même résultat, ok? Seulement le signe qui est différent, alors que pour le deuxième théorème, dans toute poudre simple soumise à une charge concentrée, le mouvement physiologique, ok, l'effort tranchant maximum se situe à côté de l'une des réactions, pas les deux. Parce que là, quand on obtient la valeur maximum d'effort tranchant, c'est très faible au voisinage de l'autre appui, y compris pour le reste de la poutre. Ok. Donc, si on veut avoir l'effort tranchant maximum sous une charge concentrée, on sait quoi faire. Bien. Troisième théorème. Dans une poutre, alors, il est clair, là, nous parlions de charges uniformément réparties, ok, sur notre poutre. On vient de parler de charges, d'une seule charge concentrée sur notre poutre. Quand on envisage les véhicules, par exemple, qui circulent sur les routes, sur les ponts, eh bien, assez souvent, ou bien, si vous voulez, de façon générale, les véhicules n'ont pas un seul essieu. C'est rare les véhicules d'un seul essieu. Il y a plusieurs essieux dans les véhicules. Même une bicyclette, ça a deux essieux, n'est-ce pas vrai? Maintenant, il faut voir et il faut analyser ce qui se passera quand le nombre de charges concentrées qui se trouve sur la poutre n'est pas 1. Okay? Voilà, théorème 3. Quand sur notre poutre se trouvent plusieurs charges concentrées, le moment fléchissant maximum se produit au doigt de l'une de ces charges. Alors que l'effort tranchant maximum se développe à proximité d'un des appuis quand une lourde charge se trouve tout près de cet appui. Bon, on ne sait pas, pour le moment fléchissant maximum, on a dit que le moment fléchissant maximum se trouve au doigt de l'une des charges qui s'applique. On ne précise pas laquelle, il n'y a pas moyen de préciser laquelle, on ne sait même pas le nombre et tout ça. Et la valeur relative de ces charges, aucune idée. Par contre, arrivé au théorème de Barré, bien sûr, nous aurons une grande idée sur ce qui vient de se dire là. Bien. Et pour l'effort tranchant maximum, on nous dit que, eh bien, ça se trouve à proximité d'un des appuis avec une lourde charge tout près de cet appui. Prenons l'exemple de tout à l'heure, quand on avait une poutre comme ça là, et puis un véhicule à 3 essieux. Comme ça. Essieu avant, intermédiaire, et puis arrière. Ou bien, essieu avant, premier essieu arrière, deuxième essieu arrière. On peut l'appeler comme ça aussi. Bien. On nous dit que, disons ici, nous avons 100 kN, ici 200 kN, 200 kN par exemple. 200. Eh bien, une charge de 200 doit se trouver ici pour avoir soit ici, soit à proximité de l'appui A, soit à proximité de l'appui B, une charge de 200. Mais de façon intelligente, si le sens de circulation du véhicule c'est de la gauche vers la droite, je mets une charge de 200 kN tout près de cet appui et la charge c'est celle-ci. Eh bien, écoutez,
l'autre charge de licence sera en dehors de la route. Bien évidemment, ça ne pour oui, il y aura et la charge transmise par l'essieu avant qui se trouvera ici, mais on n'aura pas de faute de maximum. J'ai une longue charge à l'extérieur de la route. Non. Il faut faire avancer le véhicule de sorte que ici, nous ayons l'essieu arrière et puis quelque part par là, et l'essieu intermédiaire, 200, et puis l'essieu avant, un peu ici, donc pas là. Bien. Avec ça, on peut espérer et obtenir l'effort tranchant maximum. L'effort tranchant maximum recherché. Donc, soit on fait le cas de charge pour cet appui ou bien pour l'autre. Donc, en considérant le sens de circulation toujours de la gauche vers la droite, si on regarde avec l'appui B, on aura pour avoir une lourde charge à proximité de cet appui, on aura quoi? On aura l'essieu avant forcément à l'extérieur de l'appui, une lourde charge, donc une charge de 200. Sens de circulation de la gauche vers la droite, on aura forcément la charge de 100 kN, donc la charge de l'essieu avant à l'extérieur. Pourquoi? On gagnera quoi? Eh bien, on doit mettre le sens de circulation de la droite vers la gauche de façon à avoir l'essieu arrière, le deuxième essieu arrière ici, l'essieu intermédiaire quelque part là, et puis l'essieu avant, voilà. On travaille pour l'appui A, pour l'appui B. Donc maintenant, on trouvera l'effort tranchant maximum en ayant soin de mettre de façon intelligente une lourde charge tout près de l'appui. Correct. Maintenant, théorème de Barré. Que dit le théorème de Barré? Le théorème de Barré stipule que dans une poutre simple, le moment fléchissant maximum produit au doigt d'un essieu de train de charge, donc d'un convoi, est le moment maximum quand la résultante des charges du convoi et l'essieu considéré occupe des positions symétriques par rapport au milieu de la poutre. Il y a une avancée par rapport à ce que disait le théorème 3 qui nous a dit, bon, quand une poutre est soumise à l'action de plusieurs charges concentrées, le moment fléchissant maximum se produit au doigt de l'une d'elles, sans nous dire au doigt de laquelle d'entre elles. Le théorème de Barré ne dit pas exactement au doigt de laquelle. Mais si vous ciblez une, deux ou trois, eh bien, vous allez pouvoir appliquer le théorème de Barré pour avoir exactement la valeur du moment fléchissant maximum. Et quand vous ciblez plus d'une charge, donc vous ciblez 2 ou bien 3, eh bien vous allez pouvoir utiliser le théorème de Barré pour calculer ces moments supposés maximum. Et une fois les résultats obtenus, vous verrez exactement laquelle des charges, ou bien sous laquelle des charges est ciblée se produisait effectivement le moment maximum. Démontrons le théorème de Barré. Démonstration. Considérons une poutre simple AB sur laquelle circule, on nous a parlé de convoi dans le théorème, circule un train de charge, un train de 3 charges, 4 charges, et c'est pas, ok, 3 charges. Un train de 3 charges. Soit F1, F2 et F3. Et supposons que la résultante de ces 3 charges
se trouve entre F2 et F3. Ok, par supposition. Appelons D la distance entre l'essieu dont nous supposons que le mouvement fléchissant et maximum se produit en dessous. Donc, appelons D la distance entre l'essieu au doigt duquel nous supposons que le moment est max. Que le moment max se produit. Mon français va paraître un peu lourd. Appelons D la distance. Disons d'abord, supposons que le mouvement fléchissant maximum se produit sous l'essieu tel long. Supposons par ailleurs, nous avons déjà dit supposons par ailleurs que le moment max se produit sous l'essieu F2. Ok? Sous l'essieu F2 et appelons D la distance entre F2 et la résultante R des trois forces. Soit X, et nous allons schématiser tout ça pour avancer avec la démonstration. Soit X, la distance entre l'essieu l'essieu 2, ok, l'essieu 2, donc l'essieu qui porte la force F2. Appelons ça essieu 2 de préférence. Et la charge transmise par l'essieu 2, c'est F2. Bien. Donc, soit X la distance entre l'essieu 2 et le milieu de la boucle. Parce que nous avons parlé de milieu de la boucle. Tout ce que nous supposons là a un rapport avec le théorème, de façon à ce que nous puissions créer une expression qui puisse nous permettre d'aboutir à la conclusion du théorème de Barry.
Ok, soit x la distance entre l'essieu 2 et le milieu de la poutre. Nous ne faisons donc pas des suppositions juste pour supposer. Non, non, non. Ça a un lien avec ce que vous allez voir. Ok, et le milieu de la poutre. Ok, schématisons. Ça, c'est notre poutre. Ici, appui A, appui B. Le milieu de notre poutre, O, F1, F2, F3, ok, et nous allons supposer R entre F2 et F3, donc ici R. Et nous avons cette distance D, la distance entre F2, qui est la force sous laquelle nous supposons que le mouvement est max, et la distance entre F2 et R, nous l'avons supposé et désigner D. Ici, nous avons X. Appelons alpha et bêta. Alpha et bêta les distances respectives entre les essieux 1, entre les essieux 1 et 2 1, 2 et 2, 3. Ok. Nous aurons ça. Alpha, bêta. Ensuite, étant donné que O c'est le milieu de la poutre, nous avons ici L sur 2, L sur 2, et le tout, c'est bien L. Bien. Il nous faut F2. Alors, le moment sur F2, rapidement, nous allons trouver en 2, c'est ça vrai? Mais tout d'abord, il nous faut réaliser l'équilibre statique. Somme des forces suivant x égale 0, ça ne donnera rien. Somme des forces suivant y égale 0. Nous aurons RA, RB, RA plus RB. N'oubliez pas, R a remplacé F1, F2 et F3. Dans l'équilibre statique, c'est commode de remplacer un ensemble de forces par le résultat. Mais quand il s'agit de calculer les efforts intérieurs, pas question. On oublie la résultante, on termine avec les forces composantes. Bien, ne faites pas cette erreur. Parce que en temps normal, une coupe ici, une ici, donc pas question de R. Pour avoir les efforts intérieurs. Il nous faut seulement le moment sous la force F2, ah bien nous faisons une seule coupe. Et puis nous avançons. Ok. Égal R. En équilibre statique, on remplace les forces par le résultat. Équation 1. Somme des moments par rapport à B par exemple, égale 0. On aura quoi? RA par L, LRA. Ok.
R a remplacé les forces F1, F2, F3. Donc on aura moins R par cette distance-là, le bas de levier. Donc c'est tout ça qui est L sur 2 moins ça. Et ça, c'est bien D moins X, n'est-ce pas? Ok? Cette distance-là, c'est tout ça qui est D moins X. C'est ce que cette distance-là représente. Bien. Eh bien, on aura facteur de L sur 2 moins cette distance-là, qui est égale à D moins X. Donc, c'est moins D plus X. Ok? Moins pas moins de plus. C'est ça, égal à 0. Ce qui donne RA égale R sur L facteur de L sur 2 moins D plus X. Ça, c'est notre RA. 1 devient pour RB. RB égale R moins RA. Donc, moins R sur L facteur de L sur 2 moins D plus X. Ce qui donne RB égale R facteur de L moins 1 sur L, est-ce vrai? Facteur de L sur 2 moins D plus X. Voilà. Maintenant, les forces intérieures. Quelles forces intérieures? Il nous faut seulement M2, nous allons déterminer M2. Mais il nous faut couper et isoler une partie. Nous isolons la partie gauche. Les forces intérieures. Nous allons couper en deux, nous aurons ça. Ici notre point 2, avec la force F2 qui y est appliquée. N2, V2, M2. Il y a la force F1 ici, qui est appliquée en 1. Et en A ici, nous avons RA. Bien. Les distances maintenant. Ici, nous avons alpha. OK, entre F1 et F2. Ensuite, nous avons ces deux distances. Ces deux distances là, c'est bien L sur 2 moins X. Voilà. L sur 2 moins X. Bien. Ensuite. Correct. Il nous faut seulement M2. Alors, droit de but. M2, les forces. On n'oublie pas, s'il vous plaît, en déterminant les efforts intérieurs, on ne doit pas reconduire la résultante. On travaille avec les forces composantes, pas les forces composées. OK. Bien. M2 moins RA par le bas de levier qui est L sur 2 moins X plus F1 par le bas de levier qui est alpha. Égal à 0. F2 est appliqué en epsilon, donc en 2, il n'y a pas de moment. Tout comme V2 et L2 bien évidemment. Ok. M2 pour deux raisons. Ok. M2 égale RA. RA qui est égal à R sur L facteur de L sur 2 moins D plus X. Ok. Facteur de
L sur 2 moins x, ok, moins F1 par alpha. C'est ça. Voilà. Bien. Moins, ça donne plus toto. Ok, égal. On entre R sur L d'abord. R sur L par L sur 2, ça nous donne R sur 2. Les deux L s'en vont. Moins RD sur L plus RX sur L facteur 2 L sur 2 moins X et moins F1 par alpha. Voilà. Égal. RL sur 4. Moins RX sur 2. Moins LD sur 2. Plus LDX sur L. Plus LX sur 2. Ok, avec L, les deux L qui sont LX sur 2 moins LX carré sur L moins F1 par alpha. Ce qui donne M2 égale moins RX carré sur L moins RX sur 2 plus RX sur 2. Ok. Plus RDX sur L plus RL sur 4 moins RD sur 2. Il n'y a plus rien. Ok? Plus rien. Maintenant, M2 est le moment maximum à une condition. M2 est maximum si et seulement si la dérivée de M2 par rapport à X est égale à 0. Donc, n'est-ce pas vrai? Une fonction est extrémum, c'est quand sa dérivée est nulle. Dès qu'il s'agit d'extrémum, la dérivée s'annule. Donc, extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Donc, M2 est max si et seulement si sa dérivée est nulle. Donc, M2 égale M max. Pour la route, c'est ce que nous recherchons, c'est ce que le théorème de Barré, c'est la conclusion du théorème de Barré. On trouve le moment maximum absolu pour la route. Et bien, M2 égale, nous avons supposé que le moment maximum se trouve sous la force F2. Et bien, M2 égale M max si et seulement si différentiel de M2 par rapport à X égale 0. Donc, c'est si et seulement si différentiel de M2. On fait descendre 2, on aura 2,0x sur L plus, alors ça c'est moins, ok, moins 2,0x sur L plus RD sur L, ce qui donne RD sur L égale 2,0x sur L. L s'en vont, R s'en vont, il nous reste D égale 2x.
On efface par ici. Ici. Donc, c'est si et seulement si x égale d sur 2. Et quand x égale d sur 2, voilà, voici x. Quand x égale d sur 2, cela signifie quoi? X égale d sur 2. C'est-à-dire que la distance entre O et F2, c'est d sur 2. Et la distance entre O et R, c'est d sur 2. Et donc, F2 et R se trouvent symétriquement disposés par rapport au milieu de la route O. Parce que si x est égal à d sur 2, et bien le reste, c'est encore d sur 2 parce que ici, on a le tout, c'est d. Clairement, le théorème est démontré. Voilà, x égale d sur 2, ce qu'il fallait démontrer. F2 et R se trouvent effectivement à des distances respectives et à des distances symétriques par rapport au milieu de la roue. Voilà pour la démonstration du théorème de Barry.